Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un autre sujet, toujours dans notre série de 25 vidéos pour faire de vous des brutas sur Bubble. Donc aujourd'hui on va parler d'un élément que personne n'aborde et qui est pourtant assez important, surtout si vous voulez faire du freelancing. Je veux parler de la codification. La codification, c'est comment est-ce que vous allez nommer vos éléments pour vous y retrouver, pour faire un end-off, c'est-à-dire pour redonner le projet à votre client ou pour collaborer avec d'autres bubblers sur la même application. C'est quelque chose qui est très important, donc on va voir ça tout de suite. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne, je parle de no-code, de productivité et de soloprenariat. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour où on va parler de la codification sur Bubble. Alors, la codification des éléments sur Bubble, c'est quelque chose qui est assez important. Tout simplement parce que nous, on a chacun notre façon de travailler et bien codifier ces éléments, c'est un peu s'assurer que peu importe le stade d'avancement, vous allez vous en sortir. Évidemment, je ne dis pas que ma codification est la meilleure, je dis juste que parfois j'avais besoin d'une codification, donc je me suis créé la mienne puisqu'il n'y avait pas trop de ressources en ligne pour voir comment bien codifier les éléments. Évidemment, si vous voulez l'adapter à votre méthode, vous pouvez tout à fait le faire. C'est juste que moi, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça et ça me fait gagner beaucoup de temps, de fonctionner toujours de la même manière. Donc la première chose, c'est de définir des codes pour chacun des éléments. Ici, il y a les principaux éléments qu'on va voir sur notre application, comme par exemple les boutons. Donc là, pour ça, j'utilise un raccourci. Donc je nomme mon bouton BTN. Tout simplement, ça évite de taper à chaque fois bouton, etc. Donc BTN et ensuite je situe quel bouton dont je parle. Donc quand c'est le bouton principal, je l'appelle main, principal en anglais, BTN login, BTN sign up, BTN footer, etc. C'est bien d'essayer de localiser les boutons comme ça et de ne pas avoir bouton avec le texte du bouton parce que vous pouvez ne plus vous en souvenir quand vous commencez à avoir des grosses applications. Ensuite, au niveau du texte, ce que je fais, c'est que je mets TXT et je mets ensuite la structure de la page. Donc, par exemple, H1, H2, H3 si je fais une landing page. Et si c'est sur des menus, j'essaye de nommer le composant de la manière suivante, c'est-à-dire que je mets TXT et ensuite je mets le type de contenu que c'est. Donc, par exemple, titre ou menu item si c'est un élément de menu, etc. Donc voilà, TXT et ensuite vous mettez le nom. Ensuite, icône, ICN. Pour icône, j'aurais pu, encore une fois c'est ma méthode, mais vous pouvez mettre icône en entier, c'est pas très grave. Et ensuite je mets la signification de l'icône. C'est très important parce que notamment quand vous allez utiliser des icônes built-in Bubble, il va vous mettre icône A, icône B, icône C, donc c'est important toujours de dire à quelle icône ça correspond. Ensuite, image, même chose, IMG plus ce que représente l'image. Donc par exemple, si je parle d'une photo de profil, je mettrai IMG photo de profil. Et voilà, c'est un bon moyen justement comme ça ensuite de venir filtrer. Vous tapez IMG plus ce que vous cherchez, vous allez avoir toutes les images. Si vous en souvenez plus, c'est plus facile à retrouver. Et sinon, si vous vous en souvenez quand même, ça va plus vite de le taper. Ensuite, pour les autres, soit vous mettez rien, soit vous laissez le composant, soit vous mettez ELM pour element plus le nom. Moi, ça dépend un peu des fois. En général, je laisse plutôt rien. J'essaye de renommer les éléments de manière assez organisée. Donc si par exemple j'ai plusieurs éléments différents, j'essaye de dire à quoi ça correspond. Il y a par exemple un plugin qui permet de faire des raccourcis clavier, et plutôt que de mettre raccourci clavier A, je mets à quoi sert ce raccourci. Donc ça c'est pour les éléments de base. Maintenant on va voir les éléments container. Et là c'est un petit peu plus important quand même de bien les nommer parce que on peut rapidement avoir des containers dans des containers dans des containers. Donc moi j'utilise plusieurs méthodes. Déjà, je définis le type de container que c'est. Donc, est-ce que c'est un groupe? À ce moment-là, je mets GRP. Est-ce que c'est repeating group? À ce moment-là, je mets RG. Est-ce que c'est floating group? Là, je mets FLG pour différencier justement de GF qui est le groupe focus ici et pop-up, je mets juste pop. Ça nous permet justement facilement de voir quel type de groupe c'est. Et ensuite, il y a plusieurs façons pour les groupes. Soit je mets en le plus gros, le plus large, je mets ce qu'on appelle un wrapper parce que c'est ce qui va contenir tous les éléments. Et ensuite, sur chacun de l'axe opposé, donc par exemple, si je fais un dashboard avec à gauche un menu et à droite le contenu, je vais faire subwrapper left, subwrapper right pour les deux éléments qui vont composer le wrapper qui va englober tout ça. Et après, quand on rentre plus dans le détail, je nomme pas tous mes groupes.
de la manière suivante. Parce qu'en fait, on peut avoir rapidement beaucoup de groupes. Donc en gros, je dis, quand c'est des colonnes, je mets groupe col. Quand c'est des lignes, je mets groupe row. Et comme ça me permet justement de savoir lequel c'est, mais ça sert à rien de tous les renommer parce que vous pouvez avoir une dizaine de groupes les uns entre les autres. Donc même si vous les renommez, à la fin, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc ça sert à rien de renommer les groupes qui n'ont pas d'intérêt. Par contre, les groupes qui ont un intérêt, comme par exemple quand vous mettez une donnée dans ce groupe-là, là c'est important. Par exemple, si vous voulez faire apparaître des données sur un utilisateur en particulier, eh bien ici vous mettez grp et vous le nommez user. Et comme ça, pareil pour la même chose, je ne sais pas si vous voulez afficher une certaine tâche, afficher un certain objectif, vous mettez grp tâche, grp objectif. Donc ça c'est pour le groupe, mais ça s'applique aussi bien au repeating group. Donc là RG, vous mettez ce qu'il y a après. Donc RG users, RG tâches, RG goals, etc. Floating group, là vous mettez FLG, en général vous en aurez quand même moins, mais pareil, essayez de définir ce qu'il y a dans ce floating group. Pop-up, pareil, vous mettez pop et ensuite vous mettez le contenu de la pop-up. Groupe focus, pareil, donc là vous dites GF. Moi ce que je fais sur les groupes focus, c'est que je le rattache aux parents, donc je mets ce à quoi il sert et le parent ou le parent dans le titre, ce qui me permet ensuite de plus facilement les retrouver. Ensuite sur les inputs, là c'est très important parce que on peut vite s'en mêler les pinceaux. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'il faut avoir la même codification sur les inputs que sur la base de données. Donc par exemple, si dans une base de données, vous utilisez le mot first name pour le prénom, utilisez pas le mot prénom sur le Canva parce que sinon après vous allez vous embrouiller et vous aurez du mal à retrouver. Donc essayez toujours de garder le même orthographe, la même façon d'écrire entre ce que vous écrivez dans la base de données et ce que vous écrivez en front, parce que à chaque fois que quelqu'un va utiliser un input, c'est pour récupérer la donnée et la mettre dans la base de données. Donc c'est mieux d'avoir les deux données qui correspondent directement. Pour ça, vous pouvez utiliser input, donc INP. Ensuite, vous pouvez dire par exemple, là, comme dans la base de données, donc j'aurais mis first name ici, sur celle-là, mais ça peut être last name, email, peu importe, vous faites comme vous voulez. Pareil pour multi-line input, toujours référencer ce à quoi ça correspond dans la base de données. Pareil pour checkbox, drop-down, multi-drop-down, search box, radio buttons, slider input, etc., etc. Mais toujours très important de mettre vraiment le même orthographe parce que ça peut après vous embêter la vie pour rien. Donc une fois qu'on a vu ça, donc là j'ai mis moi c'est comme ça que je les nomme, vous les nommez vraiment comme vous voulez, c'est juste des pistes si jamais vous avez envie de bien vous organiser. Vous pouvez utiliser ce schéma là, je mettrai le lien dans la description sur YouTube, comme ça vous pouvez télécharger et puis l'utiliser pour vous. Ensuite ce qui est intéressant c'est sur les workflows. Comment est-ce qu'on codifie nos workflows ? C'est important de bien les ranger parce qu'après on se retrouve avec une soixantaine de workflows, on ne sait plus lequel sert à quoi, etc. Donc ce qui est important, c'est déjà de mettre les dossiers par zone. Donc par exemple, si vous parlez de la sidebar, vous mettez un dossier sidebar. Si vous parlez de la section héros, donc la section principale de votre landing page, vous mettez héros. Si vous parlez d'un dashboard, par exemple, du dashboard de l'utilisateur, vous mettez dashboard. Comme ça, on sait à peu près où ça doit aller. Et ensuite, vous pouvez lister dans chacun des éléments tous les workflows que vous avez. Ensuite, on peut colorer, il y a plusieurs façons de colorer. Soit vous pouvez colorer par condition, soit vous pouvez colorer par type d'action. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut toujours colorer par type d'action. Il y en a qui préfèrent par condition. Moi, je préfère par type d'action tout simplement parce que ça permet d'aller assez vite. Et parfois, vous pouvez avoir des workflows où il y a 5, 6, 7 conditions. Donc, c'est assez difficile de les classer selon moi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que les actions qui vont créer quelque chose dans la base de données, je les mets en vert ou qui vont soumettre ou quelque chose comme ça. Les actions qui vont modifier quelque chose, je les mets en orange. Les actions qui vont supprimer quelque chose, je les mets en rouge. Les actions qui vont sur le back-end, je les mets en violet. Les actions d'interaction, c'est-à-dire afficher une pop-up, afficher un groupe focus, etc., je les mets en bleu. Et les déclencheurs automatiques, je les mets en marron. Les déclencheurs automatiques, c'est par exemple quand la page se charge, il va se passer X et Y. Ça, je les mets en marron. Voilà, donc ça, c'est mes stratégies pour justement bien codifier mes applications. C'est ceux que j'ai utilisés avec mes clients et franchement, à chaque fois, ils me faisaient des bons retours. Ils arrivaient bien à s'y retrouver. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure technique parce que personne ne parle de ça. Mais en tout cas, moi, c'est la technique que j'utilise et pour l'instant, je trouve qu'elle fonctionne bien. Donc, si vous voulez la recopier, n'hésitez pas. Si vous voyez qu'elle ne convient pas à votre workflow, n'hésitez pas à la changer. Surtout, c'est vraiment pas, il ne faut pas appliquer tout ça à la lettre. Il faut que ça fonctionne bien avec votre façon de travailler. Mais
Voilà. Et la dernière chose, c'est les styles. Les styles, ça par contre, c'est plus important d'être un peu réglo avec ça, parce que vous allez vite vous mettre les pieds dans le plat si vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond. Moi, l'erreur que tout le monde fait, et l'erreur même que Bubble fait de base en mettant des styles prédéfinis, c'est qu'en fait, ils vous mettent des titres qui sont vagues, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, on ne sait pas de quelle couleur c'est. Donc quand on en a 5 ou 6, ça va. Quand on en a 20, ça commence à être compliqué. Donc pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de renommer les styles de la manière suivante. Donc d'abord, vous allez mettre la taille de la police. 16px, 22px, 48px, c'est le nombre en pixels, la hauteur de la police. Ensuite, vous pouvez mettre, ça c'est pas obligé, la hauteur de la ligne. Donc par exemple, si vous mettez une ligne K1, une ligne K1,5, où il y aura plus d'espace au-dessus et en dessous, ça c'est optionnel. Moi je la mets pas, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, la police. Si vous utilisez plusieurs polices, vous pouvez soit le mettre en full name comme ça, space gros text, ou vous pouvez utiliser des abréviations si vous êtes sûr des polices, comme par exemple ici j'aurais pu faire SG. Ensuite l'épaisseur, donc c'est l'épaisseur du trait, donc ça va de 100 à 800, vous mettez ce que vous voulez, enfin celui qui correspond. Ensuite vous mettez left, l'alignement, donc left, center, right. Vous mettez ensuite la couleur, black, white, blue, etc. Et ensuite, vous pouvez mettre des labels qui vont correspondre à l'élément. Donc c'est là où vous pouvez mettre les trucs que dit Bubble à la toute fin, parce que par définition, on a envie à peu près de savoir à quoi ça ressemble, plutôt que de savoir à quoi ça correspond. Donc si on peut avoir les deux, c'est mieux, mais mettez en priorité ce à quoi ça ressemble. C'est beaucoup plus facile ensuite quand on fait des workflows à être bien organisé autour de ça. Donc vous pouvez mettre par exemple ici H1 si c'est le titre principal, ou menu title si c'est le titre, par exemple un titre de menu. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous arranger. À noter que cette codification, elle s'applique aux polices, mais elle peut aussi s'appliquer aux différents éléments, comme par exemple un drop-down, où vous pouvez mettre, je sais pas, par exemple la bordure, l'épaisseur de la bordure, la couleur de la bordure, les ombres portées s'il y en a, etc. Vraiment, c'est important de faire ça. Alors, il y a moins besoin de le faire sur les autres composants, style justement les drop-down, etc. parce qu'en général, vous allez en avoir moins. Mais les textes, vous pouvez rapidement vous retrouver avec plein de textes. Pensez à bien codifier vos éléments. Vraiment, tout le monde vous en sera reconnaissant, que ce soit vos clients, les gens avec qui vous allez travailler, ou même vous-même si c'est votre projet. Et voilà, cette vidéo est terminée. Pensez à lâcher un like si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à mon édito, edito.tio.fr. C'est un email que j'envoie avec plein de conseils pour se lancer dans le no-code, être plus productif et être un meilleur solopreneur. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et sinon, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, garde toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.